Effectivement, c'est un plaisir, Mickaël, d'être présente parmi vous toutes et vous tous. J'étais assureur et je suis maintenant industriel japonais. Je suis verrier, donc il y a un sens. J'étais assureur pendant 15 ans. Maintenant, j'intègre un groupe international qui est leader mondial des verres ophtalmiques et qui a un besoin de se pencher sur la France, plus particulièrement, avec tout un contexte réglementaire et puis un nombre important d'opportunités. Voilà. Cyril. Merci, Mickaël. Bonjour à tous et tous. Cyril Gabory. Je représente ici Open Legacy, qui est une start-up israélienne qui est partie d'un constat qui était les assureurs ont investi beaucoup dans leur informatique ces 40 dernières années. C'est un asset. On a parlé tout à l'heure de Legacy, on a parlé d'API. Je crois qu'on parlera un peu plus tard. Et Open Legacy, eh bien, connecte d'une façon un peu originale, disruptive, très vite et à des coûts plutôt réduits, le legacy au monde digital. Donc dès que vous voulez innover, eh bien, vous avez besoin de cette informatique et on est là pour aider. Alors, pourquoi je précise aussi, pourquoi Cyril ? Parce qu'ils vont intégrer très prochainement le hub de la Fédération française de l'assurance. Donc voilà, c'était aussi un petit teasing. Fabrice ? Oui. Donc en 2 mots, Fabrice Bonan, j'ai créé en 2005 une société qui s'appelle Talend, qui est un logiciel qui permet de faire de l'intégration de données sur un modèle open source. La plupart de vos sociétés l'utilisent, peut-être sans le savoir, mais parfois en le sachant quand même. Et donc une société que j'ai créée en 2005, on a amené en bourse avec mon cofondateur au Nasdaq en 2016 pour une valeur d'à peu près $1 milliard, qui vaut un peu plus aujourd'hui, que j'ai quitté en 2017 pour créer SharePlace, qui est une solution de collaboration qui permet de réunir en fait les canaux de collaboration comme le WhatsApp, le Dropbox, l'email, etc. pour avoir une vue unifiée de ces communications. Alors juste avant, vous voyez le titre, hein, quelle vision des nouveaux entrants et acteurs clés des nouvelles technologies. On peut, et je suis ravi que Fabrice, tu sois présent à notre table ronde, puisque donc c'est l'une des 12 licornes françaises. Voilà, donc on est ravi, Fabrice, de t'accueillir aux côtés d'une jeune start-up, et je lui souhaite d'être la 13e licorne. Malek. Bonjour à tous. Alors, je suis un peu plus à l'aise avec mon futur que mon passé, mais c'est pas très grave. En tout cas, j'ai toujours essayé de mettre un peu de futur dans mon passé. Moi, en 2000, j'ai fait de la voix sur IP. Bon, personne n'appelait sur Internet. J'ai vu arriver Internet. Je dis tiens, c'est marrant, pourquoi on n'appellerait pas dessus ? Donc, j'ai fait de la compression de voix, des choses comme ça. Puis les clients étaient volatiles. Donc, on parle de collaboratif. On dit mais les clients, ils s'en vont facilement. Tiens, il y a un truc magique qui s'appelle le cloud. En 2003, on va dire on va prendre la donnée chez nous. Donc, en tant qu'entreprise, c'est top. Mais en tant qu'opérateur, c'est encore mieux parce que les clients ne partaient plus. Donc, ils devaient venir. Donc, j'ai toujours essayé d'anticiper un petit peu le monde de demain. Surtout le monde meilleur, mais on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis, en 2000, pendant quelques années, la vie m'a rappelé un petit peu à l'ordre. Moi, je passais ma vie dans les avions. Et là, je me suis dit, bon, stop. Plutôt que de me concentrer sur le monde de demain, j'ai plutôt essayé de construire un monde meilleur. Donc là, on est parti sur un outil qui fait aujourd'hui de la navigation. Donc, on va retrouver toutes les alertes sur la route, etc. Et on travaille surtout sur cette notion de se dire, on va essayer de se concentrer un petit peu moins sur la destination, mais plutôt sur le trajet. Voilà, donc avec des services innovants et la notion de plaisir au milieu de tout ça. Super. Philippe, donc à côté de ces jeunes startups, de non moins jeunes startups, Philippe. Alors moi j'ai un long passé déjà, 30 ans de passé professionnel et j'espère un long futur. Donc j'ai toujours travaillé dans le monde de l'assurance quelque part. Alors indirectement, j'ai une première partie de ma vie professionnelle, c'est le monde du conseil en organisation et management. Je travaillais pour beaucoup d'assureurs sur des sujets des années 2000, qui étaient des sujets de la connaissance client, du CRM. Et puis après, j'ai rejoint un banque assureur qui est BPCE. Donc là, j'ai travaillé sur des sujets qui étaient plus des sujets de relations clients, d'impact dans la relation client. Comment on sert mieux le client, comment on est plus avec des insights à valeur dans cette relation. Et puis j'ai rejoint Microsoft il y a quelques années, il y a 2 ans, pour travailler donc sur la verticale banque assurance auprès à la fois des assureurs que sont nos clients, mais aussi des partenaires qui nous accompagnent sur nos technologies. Sur la table ronde précédente, il y avait Chief Technology, c'est un de nos partenaires. Voilà. Merci. Et pour finir, Jean-Philippe. Merci Mickaël. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je travaille pour une jeune start-up qui s'appelle IBM.
Je m'occupe en France de toutes les activités qui touchent de près ou de loin à l'intelligence dite artificielle, data analytics, RPA, IoT, donc Internet des objets. Mon cœur de compétence, c'est la partie banque et assurance. Ça fait 10 ans que je fais de l'AI. J'ai un parcours international. J'ai vécu 3 ans en Asie à Singapour, 2 ans aux États-Unis où je participais à la création de la plateforme Watson pour IBM. Et je suis rentré en France il y a maintenant 4 ans pour m'occuper du domaine qui est le mien, donc que je viens de vous décrire. Et effectivement, Mickaël a eu la gentillesse et la délicatesse de vous présenter ce livre. J'ai écrit effectivement un livre qui, je l'espère, vous intéressera, qui est effectivement ma perspective de terrain sur tout ce qui est en train de se passer, sur le thème qui est aujourd'hui le nôtre, qui est effectivement cette conjonction de cocktails assez détonnants, de technologie avec un S, qui effectivement est en train de nous transformer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est qu'au début. On est face à quelque chose qui va vraiment être extrêmement structurel, bien plus qu'on ne peut le penser. Voilà. Super. Tu vas peut-être poursuivre du coup, Jean-Philippe, mais donc entrons dans le présent. Nous sommes la 40e semaine de l'année. C'est l'anniversaire de Monica Bellucci. Pour ceux qui me connaissent, c'est un clin d'œil à James Bond dans Spectre. Et nous sommes la journée mondiale de la traduction. Donc j'avais demandé à Open Legacy, si possible, de faire venir un intervenant, parce que c'est une société, une start-up israélienne. Je ne souhaitais pas traduire, même si nous sommes la journée mondiale de la traduction, et que c'est à la Saint-Jérôme pour ceux qui sont dans la salle. Voilà, le présent. Ça, c'était l'éphéméride. Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire que proposes-tu, finalement, que propose IBM dans l'écosystème? Qu'est-ce que vous faites avant que nous parlions vraiment du futur à 2 à 5 ans? Alors, peut-être que plutôt que de parler de ce que fait IBM, parce que je pense que vous le savez, je vais plutôt parler de ma vision de l'industrie et l'assurance, la transformation qui est devant nous, pour essayer aussi de tordre le cou à certaines choses auxquelles je ne crois que moyennement. Pour faire court, la première chose on n'arrête pas de parler en France de data, on est picousé à la data scientist, c'est le mot-clé, tout le monde en parle. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, on devrait parler plus d'apprentissage. La véritable révolution qui est face à nous, la data, ça fait 40 ans qu'on la traite, que vous êtes des professionnels de la data, notamment dans le domaine de l'assurance, c'est votre cœur de métier. Le changement qu'il y a aujourd'hui, c'est pas tellement la data. Le vrai changement aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'effectivement, on passe dans un monde d'apprentissage, qui est en fait la véritable promesse de l'intelligence artificielle. Le deuxième point qui, moi, m'interpelle également en France, c'est qu'on est focalisé sur les mathématiques, l'algorithmie, les statistiques. Or, l'IA et les impacts que ça a, c'est un impact sur les sciences cognitives. Comme je dis souvent, l'IA a 6 sens. Il y a le langage, il y a la voix, le raisonnement, la gestion du savoir, l'empathie. On est vraiment du ressort des sciences cognitives. Donc je pense que là aussi, nous, en tant qu'accompagnateurs de votre transformation, et vous, en tant que professionnels, il faut qu'on veille à avoir des équipes extrêmement pluridisciplinaires si on veut réellement se transformer avec ce qui est en train de se passer. Et le troisième point, on dit souvent que l'IA est un sujet technologique. Je n'y crois pas et je suis bien placé pour le savoir. Je travaille pour IBM, qui est quand même une boîte un petit peu technologique. Mais ce qui est en train de se passer, c'est un sujet qui est éminemment humain. Nous allons transformer, et c'est en cours, le métier d'hommes et de femmes dans le monde de l'assurance, avec vos clients, vos réseaux, vos agents, qui vont travailler demain d'une manière radicalement, je l'ai bien dit, radicalement, c'est pas par petites touches que ça va se passer, de manière différente avec les habitudes qu'on a acquises depuis maintenant plus de 30 ans. Maintenant, si vous me demandiez de parler use case, je vais faire très court. Il y a 3 grands domaines de vos métiers qui sont impactés de plein fouet. Un, c'est toute l'expérience client. Donc là, je prends par exemple la gestion des dommages. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais les multiplier par une centaine. Mais fondamentalement, on voit bien que demain, je vais avoir un dommage. Je sors de cette salle. J'ai mon scooter. Je n'ai pas de scooter. Mais j'ai un scooter qui est abîmé sur l'aile droite. Eh bien, je prends une photo avec mon portable que j'ai toujours sur moi. Je l'envoie à mon assureur. L'IA va reconnaître que c'est un dommage à un scooter. Il va analyser le degré de gravité du dommage et ensuite va router sur un processus d'indemnisation soit rapide parce qu'effectivement, il n'y a pas plus de temps à y passer, soit potentiellement un processus de dédommagement beaucoup plus long parce qu'il y a une investigation à mener, etc. Donc, j'ai bien dit qu'on prend ce processus-là, j'aurais pu en prendre une centaine, va être radicalement reformaté, redesigné au travers de l'impact des technologies. Exemple 2, ce que j'appelle moi l'assureur augmenté. Je ne crois pas en remplacement de l'IA par rapport on va dire aux hommes et femmes du métier. Par contre, ce en quoi je crois très fort, c'est à l'accompagnement, l'empowerment, la mise en pouvoir de l'assureur par rapport au sujet de l'IA et les technologies sous-jacentes. Et donc là, on voit très bien qu'on est en train de développer, notamment pour des assureurs de la place, où je travaille tous les jours pour eux, on est en train de mettre en pouvoir leur réseau d'agents pour qu'ils puissent mieux vendre, mieux conseiller leurs clients finaux, parce que l'omniscience n'existe pas. Vous avez des périmètres d'activité qui sont extrêmement importants, et ils le deviennent chaque jour de plus en plus. Personne n'est omniscient, donc là, l'IA a un rôle d'empowerment extrêmement important à jouer.
Le troisième domaine que je qualifie, moi, on parle beaucoup de RPA. Alors moi, je dis souvent par provocation, le RPA est mort, vive le nouveau RPA. Alors le RPA n'est pas mort, je vous rassure. Mais fondamentalement, c'est le nouvel RPA avec de l'intelligence artificielle. Je pense par exemple les contrats en déshérence. Aujourd'hui, on sait qu'on sait effectivement rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie de manière beaucoup plus performante qu'on ne le faisait auparavant, que ce soit de manière sous-traitée ou non. Ça, c'est un autre débat, c'est le modèle opérationnel. Mais la technologie aujourd'hui peut changer complètement cette recherche-là. Et par exemple, les contrats en déshérence aujourd'hui sont complètement transformés de par l'impact des nouvelles technologies. C'est 3 exemples parmi tant d'autres qui montrent bien que sur chacun des pans d'activité aujourd'hui, les technologies sont en train radicalement de transformer votre métier, tout simplement. Fabrice, je pense que sur la partie data, tu as évidemment des choses à dire, parce que ça fait 20 ans que tu travailles dans le système. Mais de ton côté, pareil, que proposes-tu à tout l'écosystème je voulais réagir à ce qu'a dit Jean-Philippe par rapport aux data, comme quoi ça fait 40 ans qu'on la récupère et qu'on la traite. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà, je pense qu'il y a un petit peu plus de data aujourd'hui qu'il y a 10 ans et de façon exponentielle, quoi. Et puis en plus, il y a une grande nouveauté depuis quelques années, c'est qu'on est capable de la traiter, ce qui n'était pas vrai avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait peu de data, on arrivait à la traiter. À les limites, on servait d'Excel et puis ça allait bien, même dans la limite des 256 lignes, quoi. Aujourd'hui, c'est plus dur d'utiliser Excel, mais il y a des technologies qui sont arrivées il y a, on va dire, 5-10 ans, notamment autour de ce qui s'appelle Hadoop, qui sont des technologies qui permettent de distribuer le calcul. En plus, dans des modes open source qui sont très proches de l'ADN d'IBM aussi, et qui permettent donc de traiter d'énormes volumes de données en temps réel. Donc d'habitude, c'est 2 mondes qui s'opposent, traiter d'énormes volumes de données et de les traiter très rapidement. Voilà, historiquement, c'est 2 choses qu'on ne savait pas faire, mais qu'on sait faire avec ces technos. Donc pour moi, il y a quand même un shift majeur ces dernières années qui permet de rapprocher ces 2 mondes et qui permettent d'accéder à l'IA, parce que pour moi, l'IA, et notamment l'apprentissage, se base sur des data et sur des volumes de données conséquents, quoi. Philippe, ouais. Moi, je partage ce point de vue. Je dirais que nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé à l'échelle avec des assureurs sur le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi on est passé à l'échelle ? Vous l'avez fort justement dit, parce qu'on a énormément de data, on a une puissance de calcul qui est illimitée. Et donc, après, avec l'algorithmie et les cognitive services, on peut transformer la relation client et le modèle aussi de manière plus globale. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on a des cas réels, opérationnels. Donc on accompagne par exemple AXA sur des sujets en Asie dans le domaine de la santé. AXA a une nouvelle stratégie, c'est de profiter, je dirais, de cette tendance sur la santé et de cette appétence qu'il y a pour orienter, je dirais, sa stratégie dans ce domaine-là. Et donc par exemple en Asie, c'est un environnement, et on prend l'exemple de Hong Kong où c'est opérationnel. Les professionnels de santé, ce n'est pas évident d'avoir des rendez-vous avec eux immédiatement. Il y a un manque de professionnels de santé. Les assureurs AXA, on leur a mis à disposition une application sur leur mobile qui leur permet justement de gérer cette attente-là. Il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur, il y a du langage naturel, il y a de l'analyse d'images, de telle manière à pouvoir éventuellement les rassurer, éventuellement leur permettre d'accéder à une plateforme. Et ça, c'est des choses qui sont réelles et opérationnelles. Donc ça, c'est des cas réels. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer qu'aujourd'hui, grâce à la data, grâce au cloud, on peut passer à l'échelle. Et ça, on voyait Shift Technology, il disait tout à l'heure 80 pays dans lesquels ils étaient présents sur la fraude à l'assurance. On a d'autres exemples. On parlait, nous, on a Tractable aussi dans notre giron de start-up. Tractable, eux, ils font quoi ? Ils font de la photo pour estimer le montant exact de la réparation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, il y a de l'apprentissage. Il y a 1 million ou 2 millions de photos et de devis qui vont bien, de telle manière en automatique après de pouvoir identifier le juste prix de la réparation. Tout ça, je dirais qu'on est en train de passer à l'échelle. Moi, je pense que ça, c'est la bonne nouvelle. C'est terminer l'époque, où encore il y en a quelques-uns, mais je dirais majoritairement, il y a un sujet d'industrialisation parce qu'on a tous les éléments de l'industrialisation. Et cette industrialisation repose sur la data, sur le cloud, et naturellement, après, sur la capacité à utiliser ça. Il y a un petit joke simplement. Journée mondiale de la traduction, si j'ai bien compris. On aurait eu du PowerPoint, on aurait pu traduire en live ce que je suis en train de dire, qui existe dans 5 langages. Et au-delà de ça, vous l'avez dans la version de PowerPoint aussi sur la traduction de vos slides, si vous souhaitez.
Avant de te redonner la parole pour nous indiquer ton présent, comme on a parlé de santé, je passe la main tout de suite à Isa, puisque tu as un focus santé. Exactement. Je suis d'accord, Philippe. J'ai ma casquette Japon, parce qu'effectivement, en Asie, on a fait, on est industriel japonais, donc forcément, on est une avancée, notamment sur des problématiques de santé majeures, type la myopie. On a lancé un verre qui freine la myopie, donc c'est une révolution en Asie. Et quand on sait qu'il y a plus de 90% de gens qui sont concernés, les enfants principalement. Donc effectivement, notre souci, c'est de pouvoir matérialiser ça. C'est pas uniquement d'être un industriel et de produire des verres, bien évidemment, c'est de rentrer dans cet écosystème de santé et avec un enjeu majeur en France, c'est de donner accès, on en entend tous parler, accéder à la santé, sauf qu'on a une vraie problématique, tu l'as dit, les déserts médicaux. Donc on lutte aussi, donc de façon concrète, on essaie d'intervenir un peu de façon copier-coller de l'Asie vers la France, à pouvoir justement dématérialiser, permettre une délégation de pouvoir avec des outils, des matériaux bien précis, et voilà l'état d'avancement qu'on souhaiterait avoir en France en tous les cas. Peut-être Fabrice, parle-nous du coup de SharePlace. Qu'est-ce donc SharePlace? Parce que est-ce la 13e licorne avant Malek? Juste après. En quelques mots, en fait, dans le processus de mise en bourse de Talend au Nasdaq, c'est un processus d'audit qui est assez complexe. On avait 15 bureaux dans le monde à ce moment-là. Donc c'est un processus d'audit dans toutes les dimensions de l'entreprise, tech, finance, legal, etc. Et dans ce processus, il y avait 70 avocats qui étaient impliqués, d'une vingtaine de cabinets, donc voilà, quelque chose d'assez complexe, en tout cas à notre échelle. Et m'a sauté au visage vraiment l'inefficacité de la collaboration avec des documents ou sans, dès qu'on partage, et parfois on en met un petit peu dans le WhatsApp, un peu dans le Dropbox, dans la data room, etc., etc. Et finalement, on ne sait plus où est le document et où est le contexte du document. C'est-à-dire comment on en est arrivé là, par quelles étapes on en est passé, c'est à faire pour quand, qui est le responsable, etc. Donc voilà, c'était un bon timing pour moi. J'envisageais pas trop de continuer à driver Talend en tant que boîte publique, il y a une certaine inertie, etc. Et je trouvais qu'il y avait un problème intéressant, mondial, grand, et c'est ce que j'ai décidé d'appréhender. Donc j'ai créé SharePlace quelques années après pour résoudre ce problème. Donc c'est un outil qui va permettre de rassembler Dropbox et WhatsApp, on va dire, et d'unifier toutes les communications, qu'elles soient internes ou externes. Donc si on se projette un peu dans le monde de l'assurance, on peut évidemment parler de tous les processus de validation des cas clients, etc. Mais aussi, on peut inclure l'assuré dans le process, parce que ce que cherche l'assuré, c'est de la collaboration et c'est de l'instantanéité dans les échanges. Et de façon, je dirais, un peu plus humaine peut-être. Alors, je dis pas que l'IA n'a pas sa place, mais ce qui est sûr, c'est qu'un humain préférera toujours parler à un humain. Et peut-être qu'en synchronisant les canaux et facilitant de l'autre côté cette communication, voilà, c'est un enjeu majeur à mon sens. Cyril, parle-nous du coup d'Open Legacy, qu'offres-tu, et puis plus spécifiquement sur la partie banque et assurance. Alors, bon, banque et assurance, enfin assurance et banque, c'est, je dirais pas bonnet blanc, mais sur l'informatique, c'est assez proche. Tout à l'heure, on parlait de réformer les systèmes d'information. On a parlé d'API, on a parlé d'extraction, de grands systèmes, etc. Et effectivement, tous ces systèmes doivent être valorisés. Il n'est pas question de les remplacer, de les jeter à la poubelle. Enfin, ce sont des investissements massifs. Il y a des données, il y a des procédures dedans qui étaient là il y a de nombreuses années et qui seront là dans le futur. Et donc, Open Legacy connecte ces systèmes-là au monde digital, permet aussi de pallier le manque de ressources qui connaissent tous ces vieux langages, le COBOL, etc., pour aussi attirer des jeunes. Parce que quand vous proposez à un jeune du COBOL ou du Java, je ne vais pas faire de stats, mais probablement qu'il ira sur le deuxième. Donc voilà, Open Legacy permet de valoriser le système d'information des assureurs. Garde la main, mais parce que vous avez vu que j'essayais de faire court sur les deux premiers. Passé, présent, parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est le futur. Alors il y a encore quelques années, on disait que le futur c'était 10, 20, 30 ans. Quand j'ai échangé avec vous, vous m'avez dit, je vous ai dit ça à 5 ans, même certains m'ont dit à 2 ans. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse et ce qui vous intéresse dans la salle, c'est quelle est votre
finalement votre vision du futur, quelles sont les innovations qui devraient émerger dans le secteur de la banque et assurance et pour lesquelles vous allez apporter votre pierre à l'édifice avec vos solutions ou votre solution. Alors, merci. On parlait effectivement du futur. Tout à l'heure, il était mentionné la transformation digitale, puis on disait ouais, c'est plus vraiment le sujet. N'empêche que ce sont des projets qui durent très très longtemps. Et notre ambition, c'est vraiment de raccourcir ces temps, d'éviter d'avoir des personnes du métier qui disent oui, j'ai un projet innovant, mais je suis freiné et j'en ai au moins pour 2-3 ans. Donc notre ambition pour le futur, c'est de raccourcir ces délais. Passé, tu nous as dit que dans ton passé, tu avais du futur. Passé, présent, futur. Dresse-nous ton panorama. Oui, vas-y. Moi, je dois être un peu rêveur. Alors, Fabrice, pour ce que tu disais tout à l'heure, écoute, même si je le suis après SharePlay, c'est très bien aussi. Mais par contre, j'essaie de garder ça comme une conséquence de ce que je fais, et pas une priorité ou un objectif. Pour parler un peu présent, beaucoup de monde se projette sur le monde de demain, donc tout le monde vous parle de monde de demain. Moi, je vais vous parler un petit peu de monde meilleur. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Joël tout à l'heure, il a une expérience avec son fils, j'ai eu un petit peu la même, mais je vais revenir dessus. Donc aujourd'hui, personne ne peut patienter plus de 2 minutes pour attendre son taxi. Donc tout le monde veut tout de suite. Et on a tendance, dans tous les domaines d'activité de notre vie, enfin l'assurance en fait partie, à se projeter uniquement et à se concentrer uniquement sur la destination et quasi pas sur la façon d'y arriver. Ou en tout cas la meilleure façon d'y arriver qui devrait systématiquement rester agréable. Donc moi je travaille beaucoup sur cette notion de plaisir et la meilleure façon d'arriver à demain. Donc mon fils m'a demandé ce que je faisais, ce que c'était que Globe. Donc j'ai appris ces phrases-là. Il me dit papa, écoute, j'ai rien compris. Je dis bon tiens, j'essaie de le reformuler autrement. Puis ça passait pas non plus. Et puis il me dit papa, je crois que j'ai compris. Il me dit c'est comme quand on part en vacances. Si le voyage est long, que j'ai pas dormi, que l'opérateur aérien, la nourriture était pas bonne, que j'ai pas eu mon bon film, donc j'arrive fatigué. Mes vacances sont toutes pourries. Par contre, si pendant ce trajet, la nourriture était bonne, j'ai eu ma PlayStation dans l'avion, j'ai bien dormi, forcément les vacances se passent un peu mieux. Donc, je crois que c'est Microsoft qui a dit ça dans une pub aux États-Unis. On demande qu'est-ce que c'est que la technologie. En fait, on passe notre temps à se dire ce que la technologie va faire pour demain. Mais non, la techno, elle est là, on n'en a jamais eu autant. Donc, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui a plus de techno que tous les entrepreneurs passés. Donc finalement, la techno, c'est juste un outil. Et puis on parle d'humain, finalement, ça reste aussi piloté par un outil. Donc Globe, alors j'essaie de reprendre les mots que j'ai eus derrière avec mon fils. Fabrice a parlé de collaboratif, c'est un écosystème où j'essaie de regrouper tous les services en mobilité. Mais on va aussi bien parler de plaisir, donc de jeux, etc. Et puis de toutes les choses dont on a besoin. Effectivement, si je dois appeler, j'utilise WhatsApp, après Dropbox, après X, pourquoi pas avoir un outil qui regroupe tout ça. Moi, j'avais présenté ça il y a 3 ans et demi, puis un assureur qui est présent, je ne dirais pas qui, m'a dit « Mais non, ça ne peut pas fonctionner, un écosystème comme ça. Une start-up égale un service, une start-up égale un produit. » Ben non, c'est plein de services. Quand on est en mobilité, on a besoin de plein de services. Si je peux les retrouver tous en un endroit, c'est quand même plus confortable. Voilà un petit peu pour mon présent. Alors, du coup, Jean-Philippe, je vais reformuler ma question suite à ce que vient de dire Malek. C'est dans quel monde meilleur allons-nous vivre demain et que vas-tu apporter? Mélange de la Myanmar et de Gandhi, mais ceci étant dit, pour ma part, c'est amusant parce que, vous voyez, on fonctionne tous de la même manière, on fonctionne passé, présent, avenir. Je pense que la vraie différence qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on est rentré dans un monde sans fin, FIN, fin. C'est que le monde de l'IA, si vous le comprenez bien, ce qui est en train de se passer, avec tous ses corollaires, c'est un monde qui apprend. Par définition, il apprend constamment à partir du moment où il est activé. Donc on est en train de rentrer, on est déjà rentré dans un monde qui est sans fin. Il y aura plus. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la différence avec avant, c'est qu'on était très séquentiel. Il y avait une phase de vision, une phase de design, une phase de construction, une phase de run. Et tout ça était très séquentiel. Dans les produits, on crée un produit, on le met en marché, on le suit, etc. Tout ça, je pense que ça va être révolu parce que par définition, tous les services qu'on va à partir de maintenant développer, mettre dans les mains de nos clients, de nos agents, de nos réseaux, vont évoluer constamment, sans aucune fin. Et donc, ça veut dire qu'il faut repenser tous les cycles de design, de mise en production, de mise en développement et de création d'offres et de services qui nous touchent dans nos métiers. Et c'est vrai pour l'assurance, c'est vrai pour tous les métiers à partir du moment où on a bien compris les véritables enjeux qui sont en train de se passer. Le deuxième point, c'est un enjeu, on l'a un petit peu évoqué, on l'a effleuré, on va dire ça comme ça. Le deuxième enjeu du futur, c'est la mise à l'échelle.
Vous verrez dans le livre en question, il y a un chapitre que j'appelle « Arrêter les POC, arrêter les expérimentations, les mitrailleuses à XP ». Ça a été une catastrophe. On a dépensé un tas d'argent pour rien, aucun résultat. Mais c'était écrit par nature dès le départ que ça allait aboutir à ça. Mais pour différentes raisons, nous l'avons fait. On passe à un monde industriel où on doit mettre à l'échelle cette transformation au sein de très grandes entreprises avec des milliers d'hommes et de femmes autour de nous. Je prends un exemple très concret. Ça fait 2 ans qu'on travaille pour Generali. Monsieur Granier, David Vassang, entre autres, pour être très précis dans mes propos, sur les gens que vous côtoyez, parlez-leur. On a mis en place en fait une équipe et une plateforme en mode open écosystème au sein de Generali France qui en fait opère et déploie des cas d'application dans tous les métiers de Generali sur l'intelligence artificielle, sur les RPA, sur la data science. Et en fait, on est passé dans un monde industriel. Aujourd'hui, il y a une quarantaine d'hommes et de femmes qui sont dédiés à ce type de service-là, et ils sont tous pluridisciplinaires. Par pitié, ne recrutez pas que des data scientists, je persiste et signe. Même si la data est importante, qu'il n'y ait pas de malentendu de mes propos, elle est importante, je rassure tout le monde. Mais l'IA est un sujet qui va bien au-delà. Si vous voulez vraiment embrasser cette révolution, vous devez penser beaucoup plus ouvert qu'on n'a encore jamais pensé. Autrement, on va créer des stéréotypes qu'on a créés depuis à peu près 40 ans. Le troisième point qui, moi, m'importe, et je rejoins monsieur, c'est l'histoire du monde meilleur, et ça, il faut qu'on soit très vigilants toutes et tous, croyez-moi. Il faut qu'on soit toujours vigilant à mettre l'humain au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est encore plus vrai demain et encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. C'est un sujet qui, par définition, touche tous nos métiers. Je vous donne un exemple. Quand j'étais basé à Singapour, j'ai travaillé pour une grande banque privée sur la partie gestion patrimoniale. Je vous la fais courte, l'histoire. On met en place un projet. Ce projet consistait globalement à mettre dans les mains d'hommes et de femmes qui étaient des chargés de clientèle un outil qui leur donnait des recommandations financières face à cette clientèle très fortunée. Quand je dis très fortunée, c'est vraiment très fortuné. C'est pas un mec qui a un PEL à 200 000 euros et une assurance vie à 100 000. Je n'ai rien contre le PEL à 200 000 euros, j'aimerais bien en avoir un. Mais c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc des situations très complexes à gérer, successorales, de taxes, d'assurance, etc. Très très complexes. Ceci étant dit, on fait une solution qui apporte un service qui est celui qui l'a porté, mais c'est pas ça qui est important dans la fin de l'histoire. J'ai demandé à la jeune femme qui dirigeait ce projet auprès de moi, et je lui ai dit, écoute, c'est amusant parce qu'elle était singapourienne et j'ai rencontré la seule singapourienne qui s'appelait Francis. France, bon, c'est amusant, paradoxal. Alors je dis, Francis, qu'est-ce qu'on t'a apporté? Et elle me dit, Jean-Philippe, tu nous as mis dans une zone d'inconfort. Alors je me suis dit, 9 mois de travail, beaucoup d'argent dépensé pour être quelqu'un en inconfort, il faut que je change de job rapidos là. Bon, ceci étant dit, en fait, c'est une jeune femme qui avait tout compris bien avant les autres. Parce que ce qu'elle m'a dit, c'était en fait l'enjeu qui est devant nous, c'est un enjeu d'accompagnement et d'adoption. Pourquoi? Parce que la solution, de par ses fondamentaux, va vous donner demain des recommandations, des positions, des avis auxquels vous ne pensiez pas. L'être humain déteste être mis face à quelque chose qu'on ne sait pas. Et plus on est sur un métier qui est pointu, plus on a fait des études, plus on se croit performant, et on l'est, qu'il n'y a pas de malentendu, plus cette acceptation de la différence est difficile. Par définition, c'est humain. Ces systèmes-là vont nous mettre systématiquement dans une position d'inconfort. Je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est une autre question. Je dis simplement que ces systèmes-là vont vous soumettre des recommandations, des positions, des réponses auxquelles vous ne pensiez pas forcément. Et donc tout le travail d'accompagnement, de pédagogie, d'adoption, d'appropriation va être fondamental. Autrement, on va passer à côté, ou alors on risque même d'aboutir à des contresens complets par rapport à ce que ces systèmes vont, par définition, vont vous proposer, ou que ces systèmes vont, par définition, proposer à vos clients, même sans vous. Isa, Philippe, Fabrice, votre futur? Brillant. C'est gentil. Nous, notre futur, et je te rejoins, on a mis au cœur tous nos porteurs parce que forcément, on a ce souci toujours de pouvoir s'interroger. On est un industriel, mais on s'est arrêté pour se dire comment on voit la santé de demain. Et si on n'anticipe pas, si on ne pense pas à des problématiques de santé, tout à l'heure je vous ai parlé de la myopie, c'est normal, en Asie ça touche énormément de monde, en France ça va toucher encore plus de monde, ça touche essentiellement des enfants, donc des personnes vulnérables. Donc il faut vraiment qu'on se soucie de la santé, comment on va la repenser, comment nous, industriels, et quand on parle de ce sujet-là, quelle vision des nouveaux entrants, etc., je suis en capacité justement d'avoir une vision qui est la plus juste sur le marché de la santé visuelle de demain et comment je peux accompagner l'ensemble de vos assurés, parce qu'aujourd'hui on a à peu près 13 millions d'assurés en France qui portent nos verres et donner accès à la santé et avec des produits adaptés de tous les jours, que ce soit au bureau, que ce soit avec du sport, que ce soit peu importe les activités. Et demain, pour répondre à une problématique de déserts médicaux, de myopie, etc., et avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, à savoir l'enjeu politique de la santé en France, on se doit de se poser la question et de s'adapter à ce marché-là et d'y répondre et d'avoir, je dirais, un temps d'avance et d'être
le plus innovant possible, et bien de vous accompagner tous, c'est-à-dire d'être autour d'une table avec des assureurs, avec des assurés, avec des courtiers, etc. et de repenser à chaque fois systématiquement. Et tu l'as dit, je te rejoins, ça dérange. Ah oui. Parce que forcément, on réfléchit, on se repose des questions et rien n'est acquis. Donc il faut forcément repenser et toujours innover, se mettre, bien évidemment, se challenger. Donc c'est ça. Alors moi, je pense que pour les assureurs, le futur de demain, c'est un futur d'innovation pour continuer à vivre, et aussi de fortes menaces pour les acteurs de l'assurance. D'innovation, on en a parlé, on a tous les éléments aujourd'hui pour innover. Il faut absolument aujourd'hui réfléchir à l'open insurance, s'ouvrir, avoir des partenaires. Et un deuxième pan, c'est le temps réel, la capacité à servir dans l'immédiateté ses clients. Je pense que c'est 2 axes sur lesquels il faut énormément travailler. Aujourd'hui, là-dessus, il y a tous les éléments pour travailler. Il y a la data, il y a l'intelligence artificielle, il y a la puissance de calcul avec le cloud. Ça, il faut, aujourd'hui, je pense que c'est une priorité, agir sur ces sujets-là. Nous, on a certains projets sur ces sujets-là, on voit que c'est une priorité. Et c'est aussi un monde de menaces. C'est un monde de menaces parce qu'il y a aussi des acteurs, des géants qui, je pense à Amazon notamment, qui ne s'est pas caché non plus de vouloir, dans son modèle B2C, disrupter aussi des assureurs. On est dans une économie des plateformes. Si j'ai une plateforme aujourd'hui, par exemple Amazon Prime, c'est 20 millions de clients en France. Blablacar, c'est 80 millions de clients. Blablacar avait un partenariat avec AXA, mais souhaite aussi être courtier. Amazon, demain, a la capacité, c'est pas demain, c'est même aujourd'hui, au UK, aux États-Unis sur la banque. Donc l'enjeu, c'est les clients. Et vous, assureurs, vous avez beaucoup de clients. Par contre, c'est cette notion de plateforme, de connaissance des clients, de la data et cette capacité à travailler dans l'immédiateté. Nous, notre job chez Microsoft, c'est ça, c'est vous accompagner sur cette transformation-là, à travers l'économie des plateformes, parce que nous sommes natifs de ces plateformes, sur 3 grandes plateformes, dont Azure sur la partie cloud. Et je pense que c'est fondamental d'avoir ça en tête, parce qu'on a beau se raconter des histoires, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, ça. Que ça soit par des grands, tels que j'évoquais, des géants qui ont énormément, je dirais, de moyens et énormément de clients, que ce soit sur des acteurs un petit peu plus modestes qui sont des gens d'économie de plateforme. Donc c'est un enjeu d'aujourd'hui, immédiat. Malek, avant que Fabrice intervienne. Pour rebondir un petit peu, Philippe, sur la partie menace, j'ai jamais travaillé dans le monde de l'assurance et a priori, je ne serai jamais assureur. Donc l'avantage de ça, c'est que je peux m'exprimer librement sans craindre que mes polices diminuent, augmentent. À court terme, comment je vois moi le monde de l'assurance, et puis après je reviendrai sur les menaces. Une box, comme votre box internet, une box à la maison, où tout est connecté dessus, aussi bien ma télé que mon téléphone. Enfin, voilà. Donc une box qui peut contrôler tout ce qui sort et rentre de chez moi. Donc on revient sur un équipement hardware. Je pars en vacances, frigo en panne, pas d'électricité, j'ai rempli de viande. Bah, la box dit au frigo, écoute, attention, on rappelle le dépanneur, il vient, il vire la viande, il rebranche le frigo, etc. Enfin, donc tout est autonome. On parle vraiment d'une box qui maîtrise tout ça. Cambrioleur, il part avec ma télé, bah, l'assurance s'arrête à partir du moment où la télé a quitté la porte de chez moi. Donc ça, plutôt à court terme. À plus long terme, je pense qu'on va être dans un monde plutôt de prédiction. Donc on ne va plus assurer un accident, mais vous allez payer, et peut-être de plus en plus cher, pour ne pas l'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors c'est un peu tordu, hein, je vois des gens qui tordent des yeux, etc., mais je peux comprendre. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où demain, les primes, le prix varie, et puis on dit, bon, ok, quelle est la probabilité pour que je puisse vivre tel accident ou événement, etc. Plus je paye cher, plus je vais diminuer cette probabilité. Comment? Sur la partie service, parce que l'assureur ne vendra plus une police, mais vendra du service. Donc ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement. On parle de santé, mais on peut anticiper le fait d'être malade par un certain mode de vie. Donc l'assureur peut jouer aussi un rôle de service. Donc dans cet avenir, moi je vois 2 menaces. Donc on a parlé de beaucoup de data. Bien sûr que c'est une menace. On parle de tous les géants du web. Effectivement, ils ont beaucoup de data. Donc ces gens-là seront peut-être mieux placés pour offrir des polices d'assurance. Deuxième menace, pour moi, c'est les équipementiers. Volvo l'a annoncé il y a 2-3 ans en disant ma voiture, je la maîtrise mieux que vous, je vais l'assurer moi. Mais tous les équipementiers peuvent faire le travail demain. Je suis Samsung. Pourquoi je ferais assurer mon téléphone par quelqu'un d'autre?
AXA sur mon téléphone, je le casse, c'est 1 200 € à un S10. Bah pour Samsung, c'est peut-être que 100 € finalement. Je dis, bah, tiens, moi je vais l'assurer mon téléphone et puis je le change. De toute façon, ça ne me coûte rien. Donc je pense que les équipementiers vont aussi devenir assureurs, et ce, dans tous les domaines. Donc deux menaces, équipement et data. Pour compléter sur la partie Amazon Data, Amazon a annoncé qu'il ne voulait plus vous écouter uniquement chez vous. Donc je vais sortir Alexia, objet connecté, pour vous suivre d'or. Bah, les opérateurs peuvent aussi être des assureurs, parce qu'en mobilité, forcément, bah, ils nous suivent partout. Deux menaces. Une tendance, les services. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour prédire ou anticiper, il faut avoir une panoplie de services. Bah, mon assureur, pourquoi il ne me conseillerait pas sur ma façon de manger? Ça a un coût, mais je serais moins malade. Pourquoi il ne me conseillerait pas sur plein d'autres choses? Donc c'est un coach, on va appeler ça un coach, alors même si tout le monde se prétend coach, mais on va vraiment parler de services autour de ça. Peu importe le prix que me coûte l'assurance, moi j'ai un service qui me plaît, j'ai le sourire, tout va bien. Donc j'ai plus cette notion d'inconfort. Une constante, donc deux menaces, une tendance avec la partie service, et puis une constante, c'est cette notion de plaisir. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, l'inconfort. Dans le monde de demain, plus personne n'en voudra de cet inconfort. On parle peut-être plus de clients, mais de citoyens, ils ne voudront plus d'inconfort. Donc si vous faites des erreurs, vous le payerez très très cher. Donc à partir de là, cette notion de plaisir doit être constante. Et l'accompagnement vers ce monde futur, cette assurance future, bah, c'est des outils collaboratifs, c'est des outils où on va pouvoir aussi s'amuser, avoir le sourire. Bah, finalement, peu importe la destination, ce qui m'intéresse, c'est la meilleure façon d'y arriver. Parce que si j'arrive sereinement, bah, ça se passera forcément mieux. Fabrice, le monde meilleur? Non, effectivement, c'est une bonne direction. Non, moi je crois pas à l'innovation. Je crois pas à l'innovation pour l'innovation. Je crois à l'innovation pour le client, pour l'expérience client. C'est vraiment ça qu'il faut mettre au cœur du débat. Améliorer cette expérience, ça passe par fluidifier les échanges, ça passe par de l'instantanéité, ça a été évoqué. C'est une des clés du confort aussi. Ça passe par je peux faire de tout, de n'importe quoi, etc. Effectivement, moi, la plus grande menace que je vois de par mon passé et ce que j'observe aujourd'hui, c'est la data. Être écouté tout le temps, voilà, je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont vraiment s'opposer à ça de façon ferme et formelle. Et aujourd'hui, on manifeste pour le climat, peut-être qu'on manifestera contre les datas dans pas si longtemps que ça. Donc je ne sais pas exactement comment aborder ça pour les utilisateurs, pour les gens, pour nous en tant que personnes, mais je pense qu'il va y avoir un débat extrêmement important. Aujourd'hui, 92 ou 95% des gens ignorent à quoi servent leurs données. Enfin, déjà 50% ignorent qu'on leur prend et 90% ignorent à quoi ça sert. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement lié à de la publicité personnalisée. Donc c'est du retargeting, voilà, on va voir une paire de chaussures, puis on nous la remontre. Et même si on l'achète d'ailleurs, on continue de nous la remontrer parce que les datas ne sont pas croisées. Mais quand on imagine un monde où le pendant d'être plus ouvert, c'est aussi de partager les données et de faire des relations entre les industriels, là on va vraiment passer une étape à laquelle, moi je n'ai pas beaucoup de réponses aujourd'hui, mais je pense qu'il faut être attentif. Il est 11h14, il me reste 30 secondes. Messieurs, est-ce que je peux avoir, du coup, peut-être en un mot, ou Cyril, tu voulais rebondir sur le futur? Je rebondissais sur le futur, j'entendais des mots intéressants et je me disais, plus de POC, je suis assez d'accord, parce que c'est quelque chose, soyez agile, osez, et puis on passait à l'échelle, industrielle. Donc je rebondissais là-dessus. Conclure, j'essaie de faire ça dans les conférences, conclure en un mot, juste un mot. Moi j'en ai un, alors je vais vous le donner tout de suite. Moi si je l'avais affiché, ça aurait été le symbole chinois crise, qui a deux significations, c'est danger et opportunité. Et je crois que ça... Je triche, il y a deux mots. Il y a deux mots, pardon. Messieurs, Isa? Tu me l'as pris, opportunité, forcément, c'est ce que je te dis. Nous, on est dans, opportunité. Voilà, une opportunité. Moi, j'aurais pris le cycle donc, plutôt de Nike. Just do it. Arrêtons d'en parler, surtout en France. Faites-le. Moi, c'est le mot immédiateté. Immédiateté parce qu'il faut aller tout de suite, et immédiateté parce que c'est la relation client de demain. Imprévisible, donc autant garder le sourire. Et humain, il faut qu'il soit au centre de tout, quoi. Eh ben, je vous remercie à tous, on peut les applaudir.
Il était 11h15. Est-ce qu'on avait prévu, je ne sais pas du tout, est-ce qu'on avait prévu 40 questions? Est-ce que non? Oui? Est-ce qu'il y a... Eh bien, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est parfait, on peut enchaîner. Du coup, Joël, il est 11h15, on m'avait dit 11h15. Merci messieurs et merci Isa. Et ben, on continue la suite.